Bonjour professeur Montagnier. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos beaux bureaux à l'UNESCO, au cœur de Paris. C'est quelle vue extraordinaire. Oui, en effet, ça permet de réfléchir. Ah oui. Ouais. Et j'aimerais vraiment pouvoir parler avec vous de l'économie de la santé, parce que c'est un sujet qui est très important. On est en pleine campagne électorale. On parle à peine de la santé, alors que c'est quand même ce qu'on a le plus précieux. Quel est votre avis sur le sujet? Pourquoi on n'en parle pas plus? Je sais que vous êtes intéressé par ce sujet puisque vous venez de faire la préface en plus du merveilleux livre de Frédéric Bizard, Une ordonnance pour la France. Donc dites-nous, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Français, aux acteurs politiques, au grand public, à tout le monde? Oui, je suis étonné qu'effectivement la santé n'est pas actuellement dans les discussions, dans les campagnes électorales. C'est quand même un sujet majeur. Tout le monde a besoin d'être en bonne santé pour travailler, pour vivre dans la société. C'est un droit de chaque citoyen. Et on ne peut pas dire que les choses vont très bien en France, même dans les autres pays également. Donc il y a beaucoup de problèmes d'économie de la santé, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez qui est intéressant à dire, à parler en ce moment, particulièrement maintenant, si vous aviez un message à faire passer à ces politiciens? Il y a d'abord un état des lieux, et je crois que le livre de Frédéric Bizard le fait très bien. On est en déficit depuis des années en France, et ce déficit se creuse au fur et à mesure que le temps passe. Et aucune mesure véritablement décisive de ce point de vue-là n'a été prise jusqu'à maintenant. Donc ce que nous espérons, c'est effectivement les hommes politiques présents et futurs s'occupent très sérieusement de ce sujet, sachant qu'après justement le bilan, il faut essayer de voir s'il ne faut pas changer le modèle, n'est-ce pas? On a un modèle de sécurité sociale en France depuis 1945, et depuis 1945, depuis 65 ans, beaucoup de choses ont changé. Et donc il faut trouver un autre modèle qui soit à la fois plus efficace pour la santé des citoyens et aussi moins coûteux pour la société. Donc vous êtes d'accord avec Frédéric Bizard qui dit qu'on est vraiment à la fin d'un cycle de protection sociale et qu'il est temps qu'on fasse quelque chose, qu'il est temps qu'on s'implique? Absolument, je le crois. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord les maladies. Oui. Les maladies du fait que la population vit plus longtemps. Et le problème, c'est effectivement d'avoir une vie longue sans incapacité. C'est ça le problème. Et malheureusement, il y a beaucoup de maladies chroniques qui affectent disons le troisième âge ou quatrième âge, qui font que beaucoup de personnes sont dans des maisons de retraite, grabataires, et c'est pas vraiment une vie normale pour quelqu'un, d'autre part, et c'est aussi très coûteux pour la société. Donc il faut éviter ce problème des maladies chroniques. Et je crois que nous avons des solutions maintenant. Et j'aimerais beaucoup parler de ces solutions-là avec vous, parce que vous faites énormément de recherches. Mais j'aimerais savoir si on vous soutient véritablement au niveau de vos recherches. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en ce moment? Parce que votre travail est essentiel. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes parti en Chine, ou vous travaillez beaucoup avec les États-Unis? Est-ce qu'en France, on est véritablement là pour soutenir des chercheurs de haut niveau? Effectivement, on ne m'écoute pas beaucoup maintenant. On pense que je suis hors académie, hors d'âge, si on peut dire. Or, je suis toujours en activité très importante de recherche, et j'ai des solutions à proposer. Alors, ces solutions, à mon avis, il n'y a pas de miracle. Mais nous avons quand même maintenant, grâce à tous les progrès de la médecine, des technologies extrêmement puissantes, sensibles, qui permettent de détecter des maladies chroniques à leur début. Et à leur début, on peut empêcher leur évolution et même guérir, n'est-ce pas? Nous avons des exemples, par exemple, pour la sclérose en plaques et l'autisme, où des personnes prises au début, ou des enfants pris au début, sont guéris par des traitements antibiotiques, grâce notamment à des tests de laboratoire. Donc, ceci doit passer dans la collectivité, si vous voulez, dans la conscience collective, mais pour ça, il faut bien sûr des relais. Alors, les hommes politiques, les médecins, bien entendu. Et malheureusement, je constate un certain conservatisme, notamment en France, n'est-ce pas, à ce sujet. Personne ne veut bouger, tout le monde a peur un peu de faire des révolutions. Oh, il faut en faire dans ce domaine, absolument. Qu'est-ce qui pourrait vraiment faire un impact, selon vous? Alors, bien sûr, des livres comme celui-ci, puis d'en parler, d'avoir cette conversation, mais au-delà de ça. Il faut en parler, et bien sûr, les médias ont un rôle important.
Et il y a actuellement une certaine indifférence ou même une sorte de silence, si vous voulez, sur ce que nous faisons, ce qui est très préjudiciable. Je pense que, bien sûr, les choses doivent se faire par étapes. Et la première étape serait de créer un centre pilote de médecine préventive. Alors, j'ai lâché le mot prévention, car effectivement, on peut guérir de ces maladies chroniques, notamment les maladies neurodégénératives, les maladies articulaires, si on les prend au début. Et pour les prendre au début, il faut bien sûr que les citoyens soient habitués à consulter quand ils ne sont pas vraiment très malades, d'une part, et que nous ayons des tests qui permettent de prévoir ce qui va se passer s'ils ne font rien. Et donc de leur donner des conseils, bien sûr, à travers le monde médical. Donc il faut que le monde médical soit convaincu également. Et quel style de test, quelles sont les choses à mettre en place? Parlez-nous un peu plus de cette, comme qualifie le docteur Bizard, d'une médecine préventive innovative et personnalisée. Absolument, oui. Moi, je parle d'une médecine P4, préventive, prédictive, personnalisée et participative. Il faut que le malade potentiel ait un dialogue avec son médecin ou ses médecins, n'est-ce pas? Et se sentent concernés par... Et se sentent concernés par sa propre santé, bien entendu. Et donc, peut changer de comportement éventuellement, parce que ce n'est pas seulement des médicaments qui peuvent prévenir tout ceci, mais également des changements de comportement. Donc, ceci demande bien sûr beaucoup de temps, d'éducation, donner ces informations déjà très jeunes aux très jeunes enfants à l'école. Donc ça prend du temps. Mais je pense que si on n'a pas la volonté de le faire maintenant, on va vers la catastrophe, on va vers un mur. Y compris d'ailleurs pour l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique a fait énormément d'efforts. Il y a de grands médicaments. Mais maintenant on arrive un petit peu à une sorte de saturation. Et souvent, les médicaments actuels sont simplement des renouvellements, des petites modifications de médicaments déjà existants. Or, on peut aussi innover dans ce domaine, mais il faut comprendre que les traitements, justement, au début d'une maladie, ne sont pas forcément dépendants de médicaments extrêmement actifs et toxiques, mais peut-être d'un environnement de plusieurs traitements, mais peut-être moins rentables, si vous voulez, au départ, mais à long terme, ils seront certainement très rentables. Parce que quand même l'industrie pharmaceutique est beaucoup dans les profits. Hein. Ça vous gêne pas des fois un peu de les voir faire, ou vous êtes assez à l'aise par rapport à ce qu'ils sont en train de développer justement par rapport à la médecine préventive? Ils s'y mettent aussi, Je crois qu'un certain nombre de dirigeants des industries pharmaceutiques actuellement sont conscients de ce tournant qu'ils doivent prendre, et nous avons un dialogue avec eux, je pense assez constructif. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit constat par rapport quelques décennies de progrès. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, et quels sont les enjeux en fait stratégiques maintenant? Il y a des tournants à prendre. Frédéric Bizard en parle dans son livre, n'est-ce pas, de tournants moléculaires, si on peut dire. La biologie moléculaire va énormément apporter justement d'informations au niveau prédictif et préventif. La connaissance du génome humain est déjà quelque chose de très important, et le séquençage actuel ce qu'on appelle de nouvelle génération de l'ADN va coûter de moins en moins cher. Donc on doit détecter de plus en plus facilement des petites mutations qui font qu'une personne va être plus sensible à une maladie ou plus sensible à un traitement également. Donc la génomique va être importante. Mais moi je vais au-delà, parce que j'ai de nouvelles technologies qui détectent des signaux électromagnétiques qui viennent de l'ADN de bactéries ou de virus, et ces signaux les détectent dans un peu de sang, c'est tout simplement. Et on s'aperçoit que souvent ces maladies chroniques sont liées à des infections multiples, n'est-ce pas? Il n'y a pas un germe, un microbe particulier, il y a plusieurs germes, et il y a surtout le fait que le système immunitaire de la personne répond mal. Et de moins en moins bien. Hein. Et de moins en moins bien, donc ça c'est un phénomène très important qui n'est pas vraiment pris en compte. C'est par exemple les vaccins peuvent marcher beaucoup moins bien qu'autrefois. La nutrition est également importante dans ce domaine. Et donc notre intestin lui-même est plein de microbes, on appelle ça le microbiote ou le microbiome. Cette flore intestinale est très importante dans l'assimilation de nos médicaments, aussi dans notre lutte contre les infections. Donc il faut connaître tout ceci. Tout ceci peut être fait maintenant par des examens de laboratoire. Et je pense que donc, bien sûr, tous ne sont pas validés, mais justement, il faudrait quelques centres pilotes qui puissent accueillir des patients et valider ces tests. Ça serait pour le bienfait de tous.
Parlez-nous un peu est-ce que vous avez des conseils par rapport à la pollution chimique, électromagnétique est-ce qu'il y a des choses à faire par rapport à la nutrition, par exemple? Est-ce qu'il y a des aliments ou des choses qu'on pourrait faire au quotidien pour pas nous protéger, parce que ça va être difficile quand on est rendu à un tel stade, mais... Pas de nutrition standard. Enfin, effectivement, il faut tenir compte que beaucoup d'aliments sont contaminés par des pesticides au moment de leur production, ou les viandes que nous mangeons sont d'animaux traités par des antibiotiques ou par des hormones. Donc, ceci est assez mauvais. Et enfin, d'autre part, il y a, comme vous avez dit, les pollutions nouvelles. Les pollutions chimiques, bien sûr, liées à la circulation, au trafic dans les grandes villes, mais aussi les pollutions électromagnétiques. Là, il y a un grand point d'interrogation. Bien sûr, on communique tous maintenant par des ondes, par des ondes de toute fréquence, les téléphones portables, les Wi-Fi, etc. Mais on ne connaît pas les effets à long terme de ces radiations. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes, malheureusement, qui sont très sensibles à ces radiations. Nous les étudions, et on s'aperçoit qu'elles ont des phénomènes chimiques, organiques, que l'on peut détecter au niveau de l'imagerie du cerveau, par exemple, et également au niveau biochimique, ce qu'on appelle le stress oxydant, c'est-à-dire un excès de molécules dérivées de l'oxygène qui sont extrêmement réactives. D'ailleurs, la plupart des facteurs d'environnement créent un stress oxydant, y compris d'ailleurs le stress lui-même, ce qu'on appelle le stress vulgairement. Dans les grandes villes, les gens sont soumis à certains stress qui dépriment leur système immunitaire, et justement en induisant un stress oxydant. Donc tout ceci doit être pris en compte, et on peut le traiter, bien entendu, tout ceci peut être traité. Nous avons des tests pour mesurer le stress oxydant. Il faut simplement les diffuser, les valider. Et ce que je regrette, c'est que justement, il y a des dépenses énormes actuellement de la sécurité sociale, mais dans des impasses, alors que ces dépenses, par exemple le traitement, les tests de stress oxydant, le traitement par des antibiotiques à long terme ne sont pas mal remboursés. Alors c'est pas très cher. C'est vraiment là un tournant à prendre. Il faut complètement essayer de détourner la médecine de crise, n'est-ce pas? Bien sûr, cette médecine existera toujours, parce qu'on ne peut pas prévoir par définition des crises, mais quand même on peut en éviter un certain nombre, notamment pour les personnes qui ont un certain âge. En faisant des tests préventifs, il y a des choses à Il y a des tests préventifs, prédictifs, si on peut dire, car au point de vue génétique aussi, nous ne sommes pas égaux. Il y a des gens qui ont des très bons enzymes contre le stress oxydant, par exemple, et d'autres pas. Donc ils se défendent plus ou moins bien. C'est pour ça, explique d'ailleurs pourquoi quelqu'un qui est un grand fumeur, n'a pas de cancer, peut résister jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il a de bons enzymes antioxydants, alors que quelqu'un qui est soumis à la fumée passivement peut faire un cancer très précocement, parce qu'il a de mauvais enzymes antioxydants. Donc il faut connaître tout ceci, n'est-ce pas, par la génétique, et traiter. Et le moral aussi joue pour beaucoup. Le tonus psychologique est très important, effectivement, aussi. Nous sommes un tout, n'est-ce pas? On ne peut pas découper notre organisme en organes. C'est notre cerveau d'abord qui commande un peu tout. Comment une maladie s'installe, en fait? Expliquez-nous un petit peu. Comment ça démarre? Beaucoup de façons. Oui. Mais nous avons des systèmes d'alerte, n'est-ce pas? Il faut les écouter. Une douleur quelque part doit nous alerter, nous inquiéter, et si elle persiste, bien sûr, il faut faire des examens. Donc c'est une attitude de prendre soin de soi-même, de son corps, n'est-ce pas? Il faut écouter son corps. Et il y a des réactions qui sont des réactions, on peut dire, normales. La fièvre, par exemple, n'est-ce pas? Toute infection crée une inflammation. Et même des infections qu'on appelle froides, c'est-à-dire que c'est à la limite, il y a même des infections sans fièvre, mais qui donnent une inflammation qui chroniquement peut être très dommageable. Donc il faut s'écouter, pas trop bien sûr, pas être toujours hypochondriaque, mais il faut quand même s'écouter et consulter, donc dans des centres par exemple de médecine préventive que je préconise. Parfois c'est rien, n'est-ce pas? Mais s'il y a quelque chose qui persiste, je peux vous citer s'il vous plaît, oui. Un exemple, n'est-ce pas? Nous avons des tests justement qui mesurent cette inflammation froide à très bas bruit, qui se détectent donc par du stress oxydant, des valeurs anormales de molécules oxydées par exemple, et également des signaux électromagnétiques dans le sang, qui sont probablement d'origine bactérienne.
Et nous avons eu un cas d'une personne qui avait effectivement ces signes, mais qui se sentait en bonne santé. Et je l'ai donc alertée. Et à ce moment-là, elle a consulté son dermatologue et qui s'est aperçu qu'il y avait des petits cancers de la peau qui commençaient, n'est-ce pas ? Donc on lui a enlevé, bien sûr, tout s'est bien passé, parce que c'était au début. Mais si on n'avait pas donné cette alerte, peut-être qu'elle aurait fait un mélanome ou un cancer épithélial un peu plus tard, n'est-ce pas ? Donc voilà un exemple. Il faut penser que les cancers au début, on peut très bien les enlever, les traiter, alors qu'après, à certains stades, c'est très difficile, n'est-ce pas ? Vous parlez aussi de traitement radiofréquence ? Alors ça, c'est un peu pour la médecine de l'avenir. Pour l'instant, on détecte des signaux, des fréquences qui sont produites donc par l'ADN d'agents infectieux, bactéries ou virus, mais on peut aussi penser un jour à les traiter par des fréquences différentes ou déphasées par rapport aux signaux qu'ils émettent. Mais ça, c'est de la médecine de l'avenir. Il y a encore quelques dizaines d'années à passer avant d'arriver à ce stade. Mais c'est pour vous dire effectivement que la médecine du futur n'a pas forcément une médecine très invasive, n'est-ce pas, très mutilante, si on peut dire, de moins en moins mutilante en fait. Elle est de plus en plus préventive et peut-être donc fera appel à des traitements qui sont absolument indolores et parfaitement supportés. Il y a d'autres recherches que vous pensez qu'on ne parle pas assez, mais qui sont importantes à mentionner, auxquelles vous participez ou d'autres chercheurs ?